Comment pourrait-on refonder une idée de progrès? D'après ce que je vous ai dit, vous pouvez retenir que l'homme est en effet dans ce fil du courant civilisationnel, de plus en plus savant et de plus en plus puissant. Il accroît en permanence ce corpus qui lui a été légué de ce qu'il conquiert. Ce qu'il conquiert est de plus en plus rapidement conquis, puisque les outils qu'il a pour le faire sont de plus en plus puissants. Et jusqu'à ce qu'une catastrophe planétaire interrompe le phénomène, ce phénomène n'a pas de raison d'avoir de fin. En revanche, cela n'induit pas que ce pouvoir, presque par un procédé mécanique, aboutisse à sa mobilisation en faveur du bonheur de l'humanité. La civilisation moderne, de plus en plus technique, n'est pas forcément une civilisation de plus en plus heureuse. Pas forcément. En revanche, il n'y a pas de doute non plus que si jamais une société humaine se fixe pour but d'atteindre, de développer un projet, d'atteindre un objectif, il faut qu'il en ait les moyens. Et le moyen médical de soigner les gens, le moyen économique d'augmenter la production de subsistance, tous les moyens sont des moyens qui peuvent être mobilisés au profit des gens. Cela étant dit, pour que les moyens du progrès soient mobilisés au service des gens et soient promesse d'une amélioration du futur, le progrès en lui-même n'y suffit pas. Il y faut aussi un projet. Le projet est indispensable à ce qu'il en soit ainsi. Et ce projet ne peut permettre de retrouver les bases de l'optimisme du progrès qu'à la condition de mettre au sein de sa problématique, de mettre en son cœur, comme but final, l'amélioration en effet des conditions d'épanouissement des autres. Et c'est là où l'on va revenir un peu à ce par quoi j'ai commencé et au sujet de votre congrès. Parmi les extraordinaires développements des moyens scientifiques et techniques, certains d'entre eux ont bouleversé les moyens de la communication entre les êtres. Les transports, le téléphone, le télégraphe, le téléphone, la TSF, la télévision, et aujourd'hui toutes les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Le monde absolument prodigieux, quand on y réfléchit, d'Internet. De telle sorte que, et moi-même j'en suis une victime, je suis arrivé ici 20 minutes avant que cette séance ne commence. La première chose que j'ai faite pour travailler, c'est que j'ai sorti mon iPad, j'ai sorti mon iPhone, j'ai regardé un peu quelles étaient les informations, je me suis connecté avec mes différentes boîtes et j'ai travaillé. Et pour travailler, j'ai pu le faire avec mon iPhone, avec mon iPad, je suis resté connecté. De plus en plus, parmi ces artefacts qui ont été développés, certains permettent de maintenir le lien sans le contact. C'est le monde du réseau virtuel qui s'est développé dans des proportions absolument incroyables. Le thème de votre réunion, c'est « Réunir pour réussir ». Mais puisqu'il y a des sociétés qui nous proposent « Connecting People » sans qu'on soit obligé de les réunir, est-ce bien utile de les réunir toujours?
Est-ce que nous n'évoluons pas vers un monde lié à cet homme de plus en plus savant et de plus en plus puissant, qui, ayant développé cet élément fondamental de maintenir le lien, en arrive à ce que le lien développé affaiblisse un lien qui est celui du contact, réellement. Et d'ailleurs, est-ce un mal si jamais on en arrive là? Pourquoi faudrait-il que fût maintenu le lien physique, le lien du contact, si jamais l'on peut faire le tout à distance? Il n'y aura plus d'entreprise, chacun travaillera chez soi. C'est un travail qui se développe. Le congrès virtuel est tout à fait facile à imaginer. D'ailleurs, on en crée. Les conférences virtuelles, on en fait tous les jours. D'ailleurs, même dans la conférence virtuelle, on se rend compte d'un point. C'est que quand la conférence virtuelle n'est pas uniquement un chat, mais peut également être une visioconférence, associer l'image, quand avec les possibilités de notre ordinateur, on peut également parler avec la personne que l'on voit, on voit qu'il y a tout de même une qualité de la relation qui est différente, à laquelle on gagne. Et puis, surtout, et ça, quand on y réfléchit, c'est tout à fait extraordinaire. L'on pourrait en effet considérer que ce monde virtuel tel qu'il se développe est pratiquement la certitude du caractère totalement superfétatoire des réunions physiques. Et dans ce cas-là, pourquoi y aurait-il des villes de congrès demain, puisqu'il y aura des réseaux informels de congrès? Il n'y a pas besoin de lieu pour cela. C'est pas ce que l'on observe. Tout d'abord, une constatation. Vous avez suivi avec la même passion que moi, sans doute, les révoltes, les révolutions récentes dans le monde arabe. Et vous avez vu le mécanisme. Le mécanisme est ce qui a emporté des dictatures, pas toujours encore, qui les a déstabilisées, c'est la réunion physique des personnes. Et comment la réunion physique a-t-elle été obtenue? Par Internet, par Facebook, par Twitter, par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que même dans un monde où se développe dans des conditions totalement extraordinaires, le réseau social, Internet, l'usage que vont faire spontanément ceux qui utilisent naturellement dans leur culture, les jeunes, les réseaux sociaux, c'est de se réunir physiquement. On l'avait déjà connu avec les rendez-vous pour les rave parties. Le contact physique n'est nullement devenu superfétatoire du fait du développement des réseaux informels. Voire même, le réseau informel est devenu un moyen de faciliter et de diversifier les conditions dans lesquelles vont se développer ces réunions physiques. Mais alors, pour quelles raisons? Que vont apporter ces réunions physiques, puisque l'on peut passer l'information sans cela? C'est tout simplement que la nature humaine, et j'ai fait allusion déjà à cela, sans le dire et sans m'y arrêter, ces développements cognitifs tout à fait extraordinaires dont j'ai parlé, cette raison qui s'est développée, n'est qu'une partie de la caractéristique de l'humanité. Lorsque j'ai imaginé ma légende, ma genèse évolutionniste, notre coémergence à Madame et à moi, Adam et Ève de notre humanité initiale, naturellement, j'ai vu dans les yeux de Madame de l'intérêt pour moi et elle a vu dans mes yeux de l'intérêt pour elle. Il n'y avait pas que le début d'une rationalisation de notre contact. Il y avait une émotion partagée, une capacité d'émotion partagée. De la même manière, je vous ai dit qu'un des éléments fondamentaux, sans doute, de l'évolution de l'humanité a été la capacité, à travers la sensibilité à la beauté, à travers la création de rites, la capacité à faire lien, à consolider,
à cimenter une société, à faire société. Or, rien n'est plus éloigné de la rationalisation que l'émotion esthétique. Si je demande à l'un d'entre vous, qui est allé voir Cranach, par exemple, puisque c'est une exposition aujourd'hui, ou bien qui viendra dans quelques jours dans une exposition que mon université va inaugurer le 6 avril, sur le corps en mouvement, et que vous ressentez de l'émotion esthétique, si je vous demandais de rationaliser la raison pour laquelle vous êtes ému, vous en seriez totalement incapable. Quand vos enfants vous demandent qu'est-ce que c'est, comment ça marche, ça vous pouvez répondre des fois. Si vos enfants vous demandent pourquoi c'est beau, vous serez totalement incapable de répondre. Simplement, il y a une émotion partagée, particulière, qui est très loin de pouvoir se réduire au résultat de ces réseaux virtuels dont on parle, au moins sans référence à l'émotion physiquement partagée. Ce que je veux dire par là, c'est que, en effet, chacun d'entre nous a un univers psychique tellement riche, tellement dense. Ses passions, ses pulsions, ses expériences sont enracinées dans tellement d'images mentales liées à notre vie que nous pouvons les mobiliser en dehors du contact réel. Le rêve, l'imagination, la lettre d'amour est un moyen d'une émotion extrêmement puissante, ou le mail amoureux est le moyen d'une émotion extrêmement puissante qui renvoie au contact entre les êtres. Mais jamais cette émotion n'existerait s'il n'était pas la contrepartie de ce que l'on a vécu par le contact soi-même. Il s'avère qu'une humanité qui n'est que raison et qui n'est pas passion, qui n'est pas pulsion, n'est pas humaine. Or, la passion, la pulsion, l'émergence de la passion sociale partagée exige de faire société. Faire société, c'est d'une part donner du sens à chacun d'entre nous qui dépend tellement de l'autre, et surtout recréer un monde dans lequel il va se trouver en quelque sorte dans son univers normal. Lorsque des savants, des industriels se rencontrent, ils parlent de machines-outils, ils parlent de génie génétique, ils parlent d'agriculture biologique ou bien d'OGM, que sais-je. Selon qu'ils ne parlent que de cela, en n'utilisant que les ressorts de la rationalité, ou selon que, nous le savons parce que nous le vivons, ils en parlent avec des intermèdes partagés, le repas joyeux en commun, le spectacle ensemble, l'émotion esthétique de l'après-midi culturel, les contacts 2 à 2, quels qu'ils soient. Tout simplement, l'empreinte de tout cela qui persistera ne sera jamais la même. Par conséquent, en conclusion, vous avez eu raison de proposer comme thème de votre réflexion « Réunir pour réussir ». Car l'homme n'a jamais réussi sans se réunir. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, certes, les moyens de se réunir se sont considérablement diversifiés. Et dans ces moyens, les moyens des réseaux immatériels se sont développés, sont vraiment prodigieux. Mais ils sont, quand on le voit, un des moyens de la seule réunion qui nous procure vraiment le plaisir, soit par le souvenir qu'on en a, soit par l'émotion qu'on en ressent, c'est-à-dire la réunion physique, réunir pour réussir. Bonne chance.